Pourquoi des affirmations visiblement trompeuses arrivent-elles à devenir virales? Déjà, le problème est qu'elles sont présentées comme des affirmations, alors que ce ne sont que des convictions, des théories. Les convictions se fondent sur la foi du plus grand nombre, et elles sont formulées de sorte à faire peur de faire partie de la minorité. Mais ce n'est pas parce qu'une majorité pense quelque chose qu'elle a raison. Il ne faut pas inverser les causes et les conséquences si on ne veut pas se retrouver au cœur d'une boucle de renforcement. Donc déjà, on peut se méfier des convictions qui se justifient elles-mêmes. Elles sont tautologiques. À une époque lointaine, avant Internet, et en fait avant même le téléphone, les convictions devaient être méditées avant d'être régurgitées. Et beaucoup ne passaient pas le filtre de l'esprit critique. Aujourd'hui, elles se présentent comme si elles avaient déjà passé tous les filtres. Dans le chapitre Jugement et certitude, une conviction est un jugement qui se fait passer pour une certitude. Le fait est qu'elle renferme un mystère dont seul le porteur de la conviction semble détenir le secret. Et cela même s'il fait semblant. Et il sera d'autant plus vindicatif qu'il manquera d'arguments. Alors qu'une certitude est toujours une chose impersonnelle. C'est parce qu'une conviction transporte une histoire qu'elle est facile à mémoriser chez ceux qui ont besoin de raconter cette histoire, même si elle n'est que symbolique de leur propre histoire personnelle. La viralité d'une conviction dépend de la pertinence d'en élucider le mystère. Sa propagation dans la société la confronte à des cas d'usage et fait intervenir l'intelligence collective. C'est un peu comme l'expérimentation grandeur nature de la généralisation d'une théorie. Les bons principes survivent, les convictions meurent. Le nazisme de première génération s'est terminé avec la fatigue et des réflexes répulsifs qui se sont construits face à des signes de reconnaissance de personnes trop sûres d'elles qui refusent la contradiction et qui punissent les réfractaires. Et l'histoire a déterminé qu'ils avaient tort, ce que la logique aurait pu démontrer tout de suite. Une conviction peut naître et mourir aussitôt devant sa bêtise, mais elle peut faire appel pour survivre à des stratagèmes d'auto-renforcement en mettant à profit l'incomplétude de sa logique. C'est-à-dire que par effet Barnum, elle peut faire que chacun se reconnaisse dans sa logique et que ça réponde à un besoin d'exprimer des frustrations qui ont été accumulées. Des convictions frontalement opposées peuvent avoir le même effet, faisant que si on est contre la première, alors on est forcément pour la seconde. À ce stade, seule une personne qui a une bonne hygiène mentale peut y réchapper. Lorsqu'il y a concurrence entre des convictions, elles se renforcent mutuellement. À partir de là, la conviction n'a plus autant d'importance que la façon de se positionner par rapport à l'autre. La conviction devient adaptative, résistante à l'esprit critique. Elle fait appel aux émotions et se ligue avec d'autres convictions. Les positions se polarisent et on utilise des connotations péjoratives et des références symboliques pour exprimer à quel point on se situe au-dessus du problème et que les autres ne nous arrivent même pas à la cheville. Le mépris, la pédance sont les armes de celui qui est incapable d'exprimer ses raisons. Et à ce moment-là, déjà, la conviction devient autonome et hors de contrôle. Dans cette guerre de l'information apparaît un némésis, un ennemi juré, et c'est l'heure pour les experts de plateau d'allumer l'étincelle de la haine. Ils stigmatisent, caricaturent, décrédibilisent, déshumanisent l'ennemi, et ce faisant, les armées deviennent des esclaves. Pour subsister, une conviction doit faire croire à ses hôtes qu'ils ont toujours eu cette conviction, qu'elle fait partie de leur identité. Elle commande leurs faits et gestes, et ils finissent par lui céder les pleins pouvoirs. Ils ne peuvent plus penser par eux-mêmes sans faire référence à leur maître. Sans lui, ils ne sont plus rien. Chaque camp pense qu'il est en possession de la vérité et que l'autre vit dans une bulle, qu'il n'a pas les pieds sur terre. Dans cette fiction, dont toute allusion à des faits ayant réellement existé ne serait qu'une pure coïncidence, on observe la croissance en complexité d'une conviction qui rappelle immanquablement le travail de ce que nous appelons un démon. Il fonde son succès sur ce qui n'a pas été élucidé et qui l'empêche d'élucider. Une conviction n'est qu'une vérité apparente. Il arrive toujours un moment où elle se heurte aux faits de façon irrémédiable et indubitable. Ce sont les faits qui se chargent d'apporter à une conviction le contexte de son invalidation ferme et définitive. Pour Sun Tzu, il faut choisir avec soin le lieu, le moment et la manière, et l'ennemi sera terrassé avec peu d'efforts.